Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons afin de parler data product avec Anne-Claire Bachet, Chief Product and Data Officer chez Aramp. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Et Johan Benoît, Head of Data d'Imaya. Bonjour Bonjour, Johan. bonjour. Johan va mener cette interview pour permettre à Anne-Claire de nous partager ses convictions autour de la notion de data product. Avec Imaya, nous avons à cœur d'animer la communauté data et de partager un maximum de retours d'expérience autour de ces sujets. Et cela fait partie pour nous de l'acculturation data, de l'ouverture des chakras, qui est l'un des piliers d'Imaya. Anne-Claire, Johan, est-ce que votre café est chaud? Il est complètement chaud. Top. Alors, je vous laisse démarrer cette interview et je vous retrouve à la fin pour conclure. Parfait. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Johan. Tu vas bien? Ça va super bien. Même si c'est vendredi, la semaine s'est bien passée et c'est bientôt l'aube du week-end, donc tout va très bien. C'est la meilleure manière de célébrer la fin de la semaine par un petit échange, un petit café. Complètement. Eh bien, écoute, ravi de t'accueillir pour cet échange. Je suis super hâte de la discussion qu'on va avoir. N'hésitez pas, ceux qui sont dans le live, de nous mettre les commentaires au fur et à mesure. Moi, je prendrai les questions aussi au fur et à mesure et sinon un petit peu à la fin. Du coup, avant de commencer, Anne-Claire, peut-être que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, de ta vie, ton œuvre, avant d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Oula. Ma vie, mon œuvre, avant d'en arriver à être Chief Product et Data Officer chez Aramis, j'ai commencé par une formation d'économétrie. Donc, on ne parle plus beaucoup des économètres, mais c'était l'ancêtre mix entre de l'économie et de la data science. Donc, ça peut vous donner une indication de mon âge que je ne vous donnerai pas aujourd'hui. En fait, dans tout mon parcours, ce que j'ai adoré dans la data, c'est vraiment le fait que ça amenait à travailler avec beaucoup de personnes dans l'entreprise et à devoir développer différentes compétences, à la fois sur la connaissance du business model et à la fois très riche, travailler avec les personnes de la tech, du service client, du marketing. Et ça, je l'ai compris dès mon premier job, où j'ai commencé chez Mercer, qui est qui est une société de courtage en assurance collective, mais aussi un cabinet de conseil. Et quand je suis arrivée, j'étais la première. À l'époque, on parlait de data miner et pas de data scientist. Et j'avais pas d'environnement technique. J'avais pas de data et donc il a fallu que je passe beaucoup de temps avec les personnes du service client qui saisissaient des données, avec les personnes de la tech pour aller setuper mes environnements et aussi avec les commerciaux pour comprendre où je pouvais apporter de la valeur à nos clients. Et ça m'a fait réaliser dès le début qu'à la fois derrière la donnée, il y a des people, il y a des gens qui nous aident à faire en sorte de pouvoir les manipuler, y accéder, des personnes qui vont saisir ces données-là, et puis des clients sur lesquels il y a de la valeur. Et ça, c'est un peu ce qui m'est resté tout au long de mon parcours et ce qui fait que après un certain nombre d'années, je suis toujours dans la data et toujours autant passionnée. Et avant d'arriver chez Aramis Group, je suis passée ensuite chez AXA pendant 6 ans, dans les équipes AXA France, puis chez Voyage SNCF, où je pense qu'on y reviendra dans la conversation. Je me suis dotée d'une autre casquette que data et j'ai développé une casquette produit, product management. Et aujourd'hui, avec passion depuis 4 ans chez Aramis, j'ai d'abord ramené des approches product dans la data et maintenant, je suis à la fois sur 2 thèmes, product et data. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de se parler sur cette thématique vraiment à cheval entre les deux mondes. Et tu vas nous parler un peu plus de tout ça. Du coup, est-ce que tu vas peut-être nous rappeler, donc chez Aramis, j'imagine que vous avez une ambition, une mission d'entreprise, que tu peux nous la rappeler avant de deep diver sur la partie data et produits? Tout à fait. Donc, Aramis a été fondé il y a 20 ans par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, avec une ambition à l'époque, il y a 20 ans, bientôt 21, on était en 2001, de réinventer l'achat automobile, partant du principe que, à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est une expérience qui est très physique, avec beaucoup de ruptures de parcours, où il y a vraiment un manque de transparence sur les prix. Et donc, vraiment, cette volonté-là de simplifier l'achat automobile, partant au début d'une expérience qui était très sur le véhicule neuf et depuis plus de 10 ans maintenant, sur le véhicule d'occasion reconditionné. Aujourd'hui, notre vision, elle n'est pas que française, elle est européenne. On est présent dans 6 pays et c'est de devenir la plateforme préférée des Européens pour acheter leurs véhicules d'occasion reconditionnés.
On est très fiers maintenant de 88% des voitures qu'on vend sont des voitures reconditionnées et que dans notre boost, la façon dont on s'oriente dans l'entreprise, c'est la satisfaction client et la satisfaction collaborateur en premier, d'atteindre un NPS client à 70. Ok, oui, vous êtes en train de réinventer une notion d'expérience d'achat qui est vécue comme assez painful jusque-là. En train de Oui. vraiment tout revoir ces conditions. Tout à fait. À une époque, il y avait le patron de la BU de la voiture autonome de Google qui avait dit qu'acheter une voiture, c'était aussi douloureux que d'aller chez le dentiste. Je n'ai rien contre les dentistes, mais voilà, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire, que ce soit une expérience simple et qui puisse être faite totalement depuis son canapé. Je peux obtenir un prix pour reprendre ma voiture et on va récupérer chez moi. Tout est simple et rapide. J'étais hier chez le dentiste, je peux confirmer. Ça dépend si c'était un contrôle ou pas. Non, un peu plus, ouais. Bref. Ok, super. Du coup, toi, dans tout ça, tu es aujourd'hui Chief Product et Data Officer. Ça veut dire que donc depuis 4 ans, tu es entouré de ces deux mondes. Aujourd'hui, en termes d'équipe, product, data, il y a combien de personnes? Quels sont les différents profils qu'il y a autour de toi? J'espère que vous m'entendez parce que je me vois friser à Frise un petit l'écran. peu, mais je t'entends. C'est bon. Du coup, en termes de profil, donc on a à la base, je suis arrivée d'abord sur les équipes data où on a différents profils classiques d'équipes data, hein, des BI engineers, data engineers, des data analysts, des data scientists. On y reviendra. Un nouveau là, qui arrive au fur et à mesure des années de data product manager. Ouais. Et au sein des équipes product, on a à la fois des rôles de product manager et classiquement de product designer. Les équipes aujourd'hui, elles sont en France, elles sont aussi en Espagne et sur les data analysts dans nos différents pays. D'accord, donc c'est plutôt côté data analyst que c'est séparé par différents pays et le reste, c'est plutôt une équipe centralisée côté data, c'est ça? Tout à fait, on essaye d'avoir vraiment une logique d'être toujours en fait au service du client et d'arriver toujours à être au bon moment par rapport à la priorité business. Et finalement, ce qu'on essaye vraiment d'identifier, c'est qu'est-ce qui est proche du everyday business et qu'est-ce qui nécessite d'avoir vraiment une compréhension fine et des fois qui est très sous-entendu, qui n'est pas du tout factuel de qu'est-ce qui est en train de se passer dans le business, du coup, quelle sera la bonne approche à avoir. Et pour connecter tout ça, on a, par exemple, sur les data analysts, Sarah, dans notre équipe, qui anime une guilde des data analysts pour justement partager les pratiques, partager les problèmes. C'est récent, mais c'est en tout cas ce qui nous permettra aussi d'identifier quand est-ce qu'on a des sujets communs sur lesquels on peut accélérer en réfléchissant ensemble, de qu'est-ce qu'il y a sont des sujets très locaux ou parfois des bonnes pratiques. Ouais, ok. Super. Alors du coup, on est là pour parler principalement aujourd'hui de ce qu'on appelle le produit data, donc vraiment le lien entre ces deux mondes. Tu as touché à ces deux aspects même avant de travailler chez Ramis. Quels sont les constats que tu as fait initialement dans les équipes data, dans la manière dont on menait les projets, qui t'ont amené à penser et à être convaincu qu'il y a nécessité d'une approche produit dans la data? Je partirais peut-être d'abord d'expliquer qu'est-ce que moi je mets, parce que c'est très personnel du coup, comme différence entre projet et produit. Finalement, quand on a une approche projet, on cherche à aller délivrer un certain nombre de fonctionnalités dans un temps imparti pour un budget imparti. Donc, c'est une approche assez classique. L'approche projet existe, elle existera toujours. Finalement, ce moi, je vais appeler produit, c'est beaucoup plus quels sont les problèmes utilisateurs, quelle est la valeur qu'on va aller chercher à apporter à cet utilisateur, quels sont les problèmes qu'on va chercher à résoudre, et donc d'être plutôt orienté par cette valeur utilisateur qu'on peut aller délivrer. Il y a un grand débat dans la communauté, mais qu'on peut aller délivrer pour une date donnée. Mais du coup, on va beaucoup plus être centralisé, focalisé sur l'outcome, c'est-à-dire la valeur, les problèmes à résoudre, versus l'output, et finalement beaucoup plus dans une logique de capacité, et pas versus des fonctionnalités qui vont être définies pour un budget. Donc, c'est à peu près les différences. Je dirais que l'approche traditionnelle que j'ai pratiquée pendant plus de 10 ans, si on va prendre un exemple qui peut parler aux différentes personnes qui nous écoutent, problème assez classique dans une entreprise, on a des prospects, il y a des leads,
On veut les rappeler parce qu'ils ont besoin d'un conseil, d'un accompagnement et dans une démarche bien sûr de prospection commerciale. Et on a le dilemme assez classique de quelles sont les personnes que je dois aller contacter ou pas. J'ai toujours... Bon, c'est un bon problème, hein, mais plus de leads que de personnes qui sont capables de rappeler les personnes. Et donc, on a un sujet typique, classique, que tout le monde connaît, ça fait 25 ans que ça existe, de lead scoring. Donc, l'approche, on dirait un peu plus projet, ça va être de dire, bah voilà, ce qu'on veut délivrer, c'est un lead scoring pour telle date, pour tel utilisateur, et on sait qu'on veut aller délivrer un algorithme. On ne sait peut-être pas encore le type d'algorithme parce qu'on n'a pas approché les données. Et on va aller le faire avec tant de personnes. On développe, on cherche à faire le meilleur des algorithmes. Et puis finalement, une fois qu'on a fini, on va aller présenter un joli slide PowerPoint aux équipes. On va les se déplacer pour leur montrer. Et puis, on va aller leur présenter les résultats. Et à partir de ce moment-là, travailler à comment est-ce qu'on implémente ce lead scoring dans leurs outils. Donc ça, c'est un exemple d'approche projet que j'ai fait pendant longtemps, qui existait chez Aramis. Finalement, une des limites de ça, c'est qu'on se confronte à une chose souvent qu'on appelle l'adoption. On va dire, finalement, ils ne comprennent pas complètement mon scoring. J'ai un sujet d'adoption. Il faut que je travaille beaucoup mieux l'explicabilité de mon modèle. Donc, j'ai fait un modèle très compliqué de Random Forest. Et puis, je vais aller essayer d'utiliser d'autres techniques, d'autres modèles pour aller expliquer qu'est-ce que fait mon algorithme de Random Forest. Et là, il y a une chose assez évidente, c'est qu'on perd relativement du temps dans la façon de délivrer de la valeur à l'utilisateur. Parce que pendant qu'on a ces discussions-là, on n'a pas commencé à créer de valeur. La deuxième chose assez typique, c'est le problème classiquement auquel on est confronté beaucoup plus dans des grosses organisations, qui est le problème de l'industrialisation. Et où là, on arrive en disant, mais finalement, comment est-ce que je peux implémenter mon algorithme dans l'interface, souvent de CRM, qui est utilisée par le service client. L'approche produit, elle va vraiment consister à dire on part d'abord de l'utilisateur. Donc, partir de l'utilisateur, ça veut dire qu'en tant qu'équipe data, en tant que data scientist, en fait, la démarche produit, elle va commencer en allant dans le call center, en passant du temps avec le téléconseiller, en regardant comment il fonctionne dans les interfaces et peut-être de se rendre compte, j'en sais rien, s'il y avait une version d'algorithme précédent, qu'on a un chiffre qui a 4 chiffres après. On a déjà 4 chiffres après la virgule, ce qui fait que ce n'est pas utilisé par les conseillers parce qu'un chiffre avec 4 virgules après, plus tel ou tel problème d'utilisation, en fait, l'algorithme n'est pas utilisé. Et que la pratique, par exemple, c'est de rappeler les utilisateurs qui ont créé les leads récemment. Donc, last in, first out. OK. Une des approches en produit, ça peut consister effectivement exactement le même problème, mais je vais chercher à aller résoudre un petit pas. Et peut-être que le premier petit pas, c'est d'aller juste créer une règle avec une API. On va déjà avoir craqué le sujet qu'on aurait appelé de l'industrialisation, mais déjà d'aller essayer de pusher par API une première information plus simple dans l'interface, qui est juste la règle métier utilisée par les commerciaux. Si c'est celle qu'ils font déjà aujourd'hui, il n'y a aucun risque à aller leur faciliter la vie pour qu'ils le fassent différemment et plus simplement. Peut-être que ça peut être les 4 chiffres après la virgule, c'est trop compliqué. On arrondit à 1, on arrondit à 2, on met un pictoflamme quand on pense que c'est un prospect qui est chaud. Et donc, ça vise un peu à changer le paradigme, à plutôt se focaliser sur l'algorithme que, in fine, de toute façon, on va faire, et avec le même niveau de performance, mais d'aller d'abord construire avec les utilisateurs, ce qui fait que comme on l'a construit avec eux, dès la première étape, on a résolu un de leurs premiers problèmes. On s'est déjà doté des différentes compétences, on a déjà parlé aux personnes qui étaient nécessaires pour faire le produit, et on a construit un élément qui est fondamental pour que les produits data construisent et apportent de la valeur dans la durée, ça s'appelle la confiance. Oui, vous êtes vraiment en train de construire le lien de confiance et déjà d'apporter un premier élément de valeur qui est déjà difficile en soi quand on pense bout en bout, de simples règles ou modèles très simples. Lorsqu'on veut vraiment le mettre en production de bout en bout, c'est déjà du challenge. Alors, ne serait-ce que penser ensuite mettre en place un random forest ou autre, c'est un tout autre challenge. Mais avec ce lien de confiance déjà de créer, ils sont peut-être plus ouverts et prêts à des nouvelles approches. La difficulté, c'est aussi quelque part la pédagogie, le sens qu'on va donner aux équipes. On n'est pas en train de... et aussi le risque, pour parler du risque qu'on a, c'est de se dire, mais moi, je ne suis pas venu pour faire règle pied, je suis venu pour faire des algorithmes compliqués. Le business a déjà une partie de la valeur. Alors, c'est bon, t'arrêtes. Effectivement, toute la pédagogie marche. Non, on est vraiment très mental, tente de
mois pour quelque chose, on va commencer à livrer de la valeur au bout de 2 semaines. Et on va, par contre, la première version dans 2 semaines, on ne se met pas un stress qui est énorme. Non, on ne cherche pas à faire un algorithme à la vitesse éclair. Ça a été un changement de mindset que vous avez opéré en interne chez Aramis, ou c'était déjà présent depuis quelques temps? Non, c'est un changement de mindset qu'on a créé, je dirais, avec l'équipe. Moi, je sais que j'ai partagé un peu mes convictions, mes pratiques. On en a beaucoup discuté. Donc, je ne sais pas s'ils nous écoutent aujourd'hui avec Sarah, Fabrice, Florian à l'époque, Alex, sur ce qu'était l'approche produit. On en a discuté et puis on a essayé d'avancer comme ça. Et on a vu sur des premiers produits que ça créait de la valeur. Donc, je pense que le secret, c'est aussi d'identifier le prochain sujet. Le prochain problème sur lequel on peut essayer de fonctionner un peu différemment, voir si ça marche, en parler, et puis au fur et à mesure l'aborder sur différentes problématiques. Ok, ouais. Et donc, Lou, c'est plutôt bien vécu par les data scientists, notamment aujourd'hui, même s'ils ne travaillent pas sur le meilleur algo du premier coup. Je dirais oui, et en même temps, je ne peux pas parler pour eux. Je sais que moi, ce que j'ai appris en avançant, c'est vraiment dans les premières fois on a fait ce type de produit data sur des algorithmes, vraiment cette frustration de « mais moi, je veux faire un algorithme » et donc le besoin de se comprendre sur oui, en fait, on va en faire un, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, tu as raison, si c'est une de tes inquiétudes, comment on peut être clair dès le début ? Quelque part, si c'est un problème, en fait, on affronte, on explicite ce point d'attention, ce point de stress, et dès le début, on est clair sur, à la fin, le produit qu'on veut créer, il doit permettre de faire ça. On sait que c'est ce type de technologie, donc on sait qu'on aura besoin d'un algorithme, et par contre, on va aller construire ces petits pas. Par contre, le côté extrêmement positif pour les équipes aujourd'hui, c'est finalement, je suis prêt d'avoir créé quelque chose qui n'est pas utilisé, qui est souvent le problème dont on parle ou pas, un algo qui traîne dans les placards, qui n'a toujours pas été industrialisé ou qui est industrialisé et que les personnes ne veulent pas utiliser. Donc, ça permet de traiter ce gros point qui est souvent un point de frustration. Plus les organisations sont grandes, plus c'est des points qui arrivent souvent. Ouais, il n'y a rien de plus frustrant de passer 6 mois à développer le meilleur algo qui ne soit pas utilisé à la fin. Donc, apporter de la valeur, c'est la plus grande fierté. Et ça arrivera peut-être toujours, mais c'est arrivé, je pense, à beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la data. Il y a beaucoup de sujets liés à la data science, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. On peut parler peut-être de produits data science ou produits ML. Et vous avez une sorte de catégorisation ou de vocabulaire commun de ce que vous nommez, chez Aramis, un produit data au sens large, de différentes catégories qui existeraient? Alors, oui et peut-être pas. En fait, on essaye surtout d'avoir la culture. Donc ça, c'est un premier élément. Culture, je pars d'un problème et mon objectif, c'est d'aller résoudre un problème pour un utilisateur. Je vais m'intégrer dans des interfaces. Finalement, la manière dont on peut le catégoriser, il est un peu de deux types. On parle vulgairement d'un côté on a des produits qui sont plus de type analytics, et donc qui peuvent être une interface, qui peuvent être une carte, qui peuvent être une carte, voilà, donc qui ne sont pas que forcément un dashboard dans un outil de BI. On va par exemple mettre des logiques de visualisation sous forme de cartes ou de cartes Kanban qu'on peut aller faire pour les acheteurs, pour les connecter à la demande du client. Et on va après parler, oui, peut-être plus pour que ça parle à l'organisation et que ça fasse quand même un peu plus compliqué, un peu plus spécifique, de produits d'IA. C'est pour ça qu'on en parle à la rigueur en interne. Et après, ce qu'on voit, c'est que nos produits, en output, ils prennent différentes formes. Finalement, ils s'interfacent avec les autres personnes de l'organisation, la manière dont ils le voient. Certains, ils voient quelque chose sur un écran, d'autres, ils voient une alerte. Vu des équipes tech, c'est des API. Et donc, on essaye aussi de communiquer sur qu'est-ce finalement cet output, quelle forme il prend ce produit data-là pour les différents utilisateurs. Ok. Et donc, c'est plutôt bien compris, j'ai l'impression, quand on a déjà dans l'entreprise une culture product, on comprend, on a une plateforme web sur laquelle, si elle s'arrête, on n'a pas de business parce que les clients ne peuvent pas acheter de voitures, ils ne peuvent pas les consulter, ils ne peuvent pas les visiter. Chez nous, par exemple, en fait, on n'a pas de voiture. Vous allez dans une agence Aramis Auto, il n'y a pas de voiture. La seule manière que vous avez de pouvoir visiter votre voiture, c'est en ligne avec du 360, une vision des défauts. Donc, du coup, on a déjà, je dirais, cette base-là de connaissances, mais c'est vrai que
ça marche aussi par analogie. Peu importe Oui. votre contexte, c'est comment est-ce que vous essayez de vulgariser la notion de produit. Une fois que les gens ont compris ça, une entreprise, ça produit des biens et des services, donc c'est assez facile de dire que l'équipe data, finalement, ce qu'elle produit ou des analyses. Et alors du coup, basé sur cette forte culture produit, il y a des méthodos, on va dire, déjà implémentées de product management que vous avez réappliquées ou remodernisées pour qu'elles soient plus fiables pour des sujets data. Qu'est-ce que vous utilisez au quotidien? Alors, il y a un peu deux choses. Je pense que si nos auditeurs recherchent, on s'est un peu basé tout début sur le Data Product Canvas. Ouais. Donc, c'est une petite adaptation du Business Model Canvas qui vise de la même manière à clarifier le problème à résoudre, les utilisateurs, mais aussi ce qui est assez intéressant, c'est les interfaces. Quel est le problème qu'on va résoudre au début? Donc, quel est le choix finalement du scope du MVP et quels sont derrière les prochains problèmes à résoudre qu'on sait déjà qu'on va les résoudre, mais pour expliciter ce qui est dans le MVP de ce qui n'est pas dans le MVP. Donc, on réutilise des framings du produit et qu'on retrouve dans l'agile, qui est la notion de MVP, la notion de problème à résoudre. Ouais. Et derrière, ça va vraiment dépendre de l'échelle du produit sur la manière dont on va le manager. J'explique, il y a deux choses. Quand c'est vraiment un produit qui est assez simple et le scientist peut être le owner lui-même du produit. Et ce que ça change pour lui, c'est que finalement, projet versus produit toujours, je ne vais pas juste chercher la meilleure accuracy de mon algorithme au moment où je vais le mettre en production, mais dès que je le mets en production, je vais le regarder comme quelque chose qui a une vie, qui va avoir des itérations, donc ça mesure de performance, à la fois le temps de réponse, à la fois le nombre d'utilisateurs, la satisfaction de mes utilisateurs, mais aussi si en fait on est sur une forme d'API, le temps de réponse de mon API, sa performance, le nombre d'incidents, la qualité, la sécurité. Donc en fait, on va plutôt adapter un mode de management du produit qui va être vraiment qui va vraiment prendre ces éléments-là en compte. Et quand c'est des produits qui peuvent être beaucoup plus transverses à l'organisation, on a introduit un nouveau rôle qui est un rôle de Data Product Manager. Okay. Et donc là où complètement on est sur un mode de management produit où on clarifie les problèmes, ce qu'on va aller réaliser dans les 2 prochaines semaines. On se fait effectivement des sessions similaires à du grooming. Et donc là où vraiment on met l'ensemble des rituels parce que c'est nécessaire pour pouvoir délivrer efficacement la valeur. Ok, donc c'est davantage pour des produits, on va dire, plus transverses que vous avez structuré ce rôle du Data Product Manager. Voilà, vraiment en fait, le rôle existe dans tous les cas, mais que dans ce cas-là, il soit vraiment porté par une personne dédiée. Oui, au tout début, voilà, Fabrice, s'il nous écoute, c'est Fabrice qui était data scientist, qui assurait la double casquette. Ouais. Et finalement, il y a un moment, ça lui prenait tellement de temps, et puis c'était pas les compétences sur lesquelles il souhaitait se développer, ça lui prenait trop de temps et ça ralentissait en fait l'ensemble du delivery de valeur. Donc on a commencé comme ça, et après on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on en fasse un poste en plus d'être juste un rôle qui pouvait être endossé par quelqu'un de l'équipe. Ok. Et donc aujourd'hui, ces personnes-là, est-ce qu'il y a un background type? C'est des personnes qui viennent du métier de PM que vous avez onboardé sur de la data? C'est plutôt quelqu'un qui a un background data, tech? Comment est-ce que vous avez pensé ça? Alors, je pense que quelqu'un qui est data product manager, les bons ingrédients dans la recette, en fait, c'est comme tout product manager, hein, il y a trois un peu cercles qui se croisent dans le rôle de product manager. C'est vraiment une appétence pour le business, pour l'UX et pour la tech. Et je dirais que dans le rôle de data product manager, il y a une bulle qui va se rajouter, qui est la data et l'IA. Et donc, une curiosité pour ces sujets-là, une envie. Donc, je dirais que la pépite de Data Product Manager que vous avez peut-être déjà dans l'entreprise, c'est un Product Manager, c'est celui qui systématiquement va déjà se construire ses dashboards, ses analytics, qui va y mettre beaucoup de temps, qui est celui qui va aller essayer de faire des analyses ad hoc avec ses propres outils, celui qui va venir beaucoup discuter avec les équipes data pour aller faire des coups et aller mettre une feature avec un algorithme dans son produit. C'est probablement cette personne-là.
Chez nous, on a une pépite, hein, c'est Anaï qui est Data Product Manager et elle avait plutôt un profil de chef de projet CRM, mais dans son rôle, sa passion, c'était créer de la valeur pour les utilisateurs et elle trifouillait dans Google Studio elle-même, elle essayait de s'auto-former enfin voilà, donc je dirais que c'est une envie. Après, ça se manage un peu différemment d'un produit classique. C'est-à-dire, en termes de métriques que vous allez suivre Bah, moi, je perçois une grosse particularité et un gros changement. C'est que déjà, quand on a dans l'équipe des data scientists, c'est pas les mêmes profils que des software engineers ou des développeurs, comme on veut appeler. Parce que dans nos formations, dans nos cursus, on a vraiment très ce côté recherche. Et c'est une particularité. Du coup, c'est un peu comme si on mettait des chercheurs dans une équipe pour faire du delivery. Donc, vous imaginez bien par moment les contrastes que ça produit. Mais on est fait comme ça. Je pense que je m'associe à chaque fois. Je suis là, mais non, parce que j'ai été dans ce rôle-là avant. Et la deuxième chose, c'est que parfois, il n'y a pas de produit. On ne va pas réussir à trouver un algorithme qui a un niveau de performance suffisant pour résoudre le problème. Et par moment, ça, c'est plus compliqué à manager. En tout cas, c'est une spécificité versus, on se dit, même un problème compliqué, on va mettre tout le monde codé, on peut se tromper dans les questions, mais ça reste toujours un problème rationnel qu'on sait qu'on va aller résoudre. Et par moment, on n'a pas du tout le produit. Donc ça, c'est assez compliqué. J'en sais rien. On peut avoir sur des algorithmes de computer vision besoin de reconnaître à hauteur de 93% quelque chose dans une image. En fait, si on n'y arrive pas, on ne peut pas le mettre dans les mains des utilisateurs parce que c'est un niveau de qualité qui est moins performant que ce qu'ils font aujourd'hui. Des fois, on dit non, en fait, on se rend compte qu'on passera jamais les 80%. En tout cas, pas aujourd'hui avec les technologies et la puissance de calcul, peut-être dans 1 an, 2 ans. Oui, il y a une notion d'incertitude, de faisabilité qui est beaucoup plus grande dans ce monde de la data, a priori. Tout à fait. Donc ça se manage dès le début, ça se dit et ça s'explicite. Et quand ça s'explicite, on sait l'adresser, on sait vivre avec. Et typiquement, vous avez dû adapter, je sais pas, vos cérémonies ou méthodos agiles de comment est-ce que vous estimez la complexité de telle ou telle story liée à un algo, etc. C'est des choses qui sont pas forcément estimables, justement, il y a beaucoup d'incertitudes. Pas forcément estimable. Je pense que c'est une question peut-être qui est trop implicite qu'on va se poser au début du problème. Parfois, on n'astuce pas. Donc, ça nous arrive, notamment sur du computer vision. On ne sait pas, on va essayer, on va apprendre. Et par contre, conscient dès le début qu'on aura, à la fin, in fine, appris quelque chose. Peut-être qu'on n'aura pas le produit, mais on aura appris et on saura quelles sont les bonnes conditions pour pouvoir réussir à résoudre ce type de problème. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'on ne sait pas trop, mais quand on est, par exemple, sur... ils en parlent bien mieux que moi, mais l'équipe pricing, qui est vraiment l'équipe produit, c'est là où on a un rôle de data product manager. Parce qu'il y a des algorithmes, c'est compliqué, c'est core business, ça s'interface à la fois sur le site web pour les utilisateurs, en marketplace, dans plein de pays, donc voilà, c'est compliqué, et transverse en tout cas. Et là, par exemple, oui, je sais que dans les rituels d'équipe que Anaï a avec notamment Jean-François qui est data scientist dans l'équipe, il y a cette question de la complexité estimée. Et du coup, c'est pas la complexité pensée par le data product manager, c'est vraiment une discussion dans l'équipe qui va dans les deux sens. À la fois, on peut présumer, le business ou le product manager peut présumer que le problème est extrêmement compliqué. Et en fait, on a une solution plus simple que ce qu'on pense. Donc, c'est vraiment des discussions ouvertes sur on a ces problèmes-là et qu'est-ce qu'on en comprend de la complexité et quels seraient les prochains pertinents à résoudre. Ok. Et je prends une question qui est apparue un petit peu en lien. Comment est-ce que vous suivez l'usage de vos produits data ? Alors, ça va dépendre des types de produits. Si j'enchaîne sur le pricing, la manière dont l'équipe le suit, déjà, c'est d'essayer de penser, même si c'est une interface interne, par exemple, si on prend l'interface du pricing, qui est un algorithme pour les clients finaux sur le site web, très bien, mais qui est aussi à la main des équipes achats. En fait, dès le début, c'est penser le tracking de votre interface. Nous, c'est une page React, donc on l'a traqué, c'est authentifié pour que ce soit sécurisé. Donc, on peut regarder les nombres de questions. Donc, on est capable de
les non-utilisateurs. Et régulièrement, on envoie des NPS avec des verbatim, même si c'est des gens qu'on voit tous les jours, pour mesurer finalement la satisfaction de nos utilisateurs sur le produit. Et c'est un élément qu'on suit. Alors, on le regarde malheureusement pas si souvent que ça, mais on essaie de le suivre dans les produits d'analytics aussi, de dire, en général, tous les produits d'analytics vous permettent de savoir combien d'utilisateurs se sont connectés. On essaie de le regarder et on se pose. Et je dirais que la première étape, c'est de visualiser. Et quand vous allez visualiser, vous allez voir, tiens, d'un coup, il y a beaucoup moins de monde. Pourquoi ? Et là, vous pouvez aller parler aux personnes que vous connaissez utilisateurs de la solution. Et là, ils vont vous dire, ah, mais il y a eu ce changement-là qui fait que du coup, je l'utilise moins. Versus une situation où vous ne l'avez pas vue tout de suite. Et puis 3 mois après, vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, c'est plus du tout utilisé. Et les personnes vous disent, bah oui, il y a 3 mois. Et là, vous n'êtes pas content. Donc, c'est un intérêt pour ça. C'est finalement ne pas laisser en mode projet votre produit créer de la valeur, ne plus le regarder systématiquement, la valeur qu'il va apporter va baisser, mais d'essayer de régulièrement le regarder pour maintenir la valeur et faire des petits pas d'incrément au fur et à mesure. Et du coup, que ce soit un produit pour lequel la data ou le modèle fait partie du cœur du produit, ou alors c'est simplement une brique supplémentaire, j'imagine que tout PM, à un moment ou un autre, va devoir incorporer à plus ou moins de niveau de détail une core de data à son arc. Comment est-ce que vous gérez ça aujourd'hui? Tous vos PM doivent avoir cette sensibilité, au moins ce niveau de connaissance? Après, je dirais qu'on est tous des personnes avec nos histoires, nos compétences. Donc, on prend les gens où ils en sont. Et par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, je dirais que peut-être dans la manière dont on l'a fait, parce que je n'ai pas de réponse absolue là-dessus. Je sais que les premiers, d'ailleurs, ça a été le premier sujet qu'on a développé en produit data, c'est l'algorithme de ranking. C'est finalement l'ordre dans lequel on choisit d'afficher les voitures quand vous faites une recherche sur notre site web. C'est pas par présent, on essaie d'optimiser les voitures contre satisfaire et optimiser la version. Et finalement, ça a commencé par l'équipe produit avec Product Manager, d'abord avec Marjorie, qui était Data Scientist dans l'équipe. Et finalement, c'est comme ça qu'on commence aussi à monter en compétences, parce qu'on se parle, parce qu'on comprend. Et puis, c'était un travail, je me rappelle, à l'époque avec Marjorie, comment est-ce qu'elle arrive à expliquer son algorithme de Camins au Product Manager et au business. Mais finalement, le Product Manager l'a beaucoup aidé à vulgariser aussi l'algorithme pour que ce soit mieux compris par les équipes business. Donc, c'était intéressant pour les deux. Ok, ouais. Oui, en fait, il y a une curiosité à avoir des deux côtés, un niveau de vulgarisation à avoir. Et quand on est curieux, il n'y a rien qui est impossible. Hein. C'est ça. Vous avez vraiment distingué des deux rôles, PM, on va dire classique, entre guillemets, PM data, ou c'est plutôt quelque chose d'assez flou et poreux entre eux? Non, alors ils n'ont pas les mêmes intitulés de poste, pas les mêmes types de qu'en fait, on peut passer complètement de l'un. Il n'y a pas de sujet, que d'ailleurs, commencer des fois PM, e-commerce sur un sujet d'une plateforme multi-pays, parfois la marche elle est haute et on ne donne pas sa chance. Ça peut être aussi des pas et des parcours à construire voilà, pour les collaborateurs. Ils ont des rôles pour nous qui ne sont pas les mêmes, mais il n'y a absolument pas de frontières. Un product manager pourrait devenir data product manager et l'inverse. Complètement. Mais vous attendez certaines compétences supplémentaires ou complémentaires pour la partie data. En tout cas, à minima, j'ai l'impression, ce niveau de curiosité et de do-it-yourself. Il y a de l'envie, de la curiosité. Et puis après, de toute façon, on est chez Aramis une culture très learning by doing. C'était dans les valeurs de l'entreprise. Tu as envie d'apprendre, on a envie de résoudre et de réussir des problèmes ensemble. En fait, il n'y a rien qui est impossible pour personne. Donc, on part vraiment du fait qu'à chaque fois, quelqu'un qui ne sait pas quelque chose, ce n'est pas un bloqueur, c'est juste une opportunité de développer un collaborateur de l'entreprise et ça, c'est chouette. C'est comme ça qu'on crée plus de valeur pour le client. Clairement. Je voudrais revenir sur ta double casquette en particulier, t'es Chief Product and Data Officer, ce qui est, on voit de plus en plus ce qu'on appelle des CPTO, donc Chief Product and Technology Officer. Enfin, l'acronyme commence à devenir de plus en plus long. Mais du coup, toi, te concernant, c'est plutôt la partie product et data qui est en évidence. C'est quelque chose d'assez
de moins commun, mais quel intérêt tu vois à cette double casquette? Qu'est-ce que ça t'a apporté ou apporté à l'entreprise? Alors, je pense que c'est un chemin. Moi, j'ai pas essayé encore de faire tout est produit, tout est data, on se mélange complètement parce que voilà, faut y aller aussi progressivement. Je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles. Le premier, c'est, moi, je crois que ça peut apporter beaucoup de valeur, donc euh, sans un bon tracking du site, sans une bonne gestion des events, et on en parle aussi beaucoup avec le data mesh, finalement, on a beaucoup de problèmes de qualité derrière dans les algorithmes data, dans les analytics. Donc, je crois que c'est un élément qui est, je crois que c'est la semaine prochaine ou le 23 mars, c'est ça, 23 avait mars. de nouveau un sujet. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, je pense qu'on a beaucoup de choses et beaucoup de synergies à créer sur ce niveau-là, parce que finalement, les product managers, c'est les premiers fournisseurs de données. Il y a les équipes back aussi, mais les premiers fournisseurs de données pour les équipes data. Donc, sans pétrole, on ne fait pas avancer les voitures. Sans électricité, on ne fait pas avancer les voitures. Donc, en fait, pour nous, le tracking, c'est la même chose. Ça va être finalement l'énergie, la matière qui nous permet de créer de la valeur pour un utilisateur. Donc, je pense que là-dessus, on a beaucoup de choses à construire. Et la deuxième chose, c'est un produit aujourd'hui, un site e-commerce, peu importe, une plateforme digitale, la valeur qu'elle apporte à son utilisateur, elle tient aussi beaucoup à la personnalisation, au fait de simplifier chaque interaction. Et aujourd'hui, ça passe pas juste par des regex à droite à gauche, ça passe pas juste par du code, ça passe vraiment par des algorithmes qui vont venir simplifier chaque étape. Et finalement, pour pas en faire des gros projets, des trucs longs, des projets ambitieux, c'est aussi en connectant. Donc, c'est pas tant un sujet d'organisation que plus les équipes produits, plus les software engineers, plus les data scientists se parleront, plus les data analysts ensemble, plus ils arriveront à penser le produit ensemble. Il y a souvent ce que j'aime bien citer, la loi de Conway. Donc, la loi de Conway, elle dit que les produits sont les produits sont le reflet de l'organisation qu'ils produisent. D'ailleurs, il y a une super illustration d'un Français, Manu Cornet, qui a travaillé chez Google et qui avait sorti des deux livres, trois même, sur son expérience chez Google. Il avait fait une représentation de cette loi de Conway en montrant comment, en fait, en vrai, Google est organisé de l'intérieur, Apple est organisé de l'intérieur. Donc, Apple, si vous avez Steve Jobs au milieu avec tout, enfin, voilà. Donc, c'est vraiment ça, le produit, ça sera le reflet de l'équipe qui l'a construit, qui l'a pensé. Et donc, demain, je pense que la différence et la valeur qu'on apportera aux utilisateurs, le truc en plus, l'effet waouh, le plus alpha, il viendra vraiment de la capacité qu'on aura à intégrer de l'IA, de la data d'une manière complètement transparente dans le produit. Parce qu'en fait, ce sera naturel dans l'interaction de l'utilisateur. J'y vois presque aussi un intérêt de placer la data et le produit au même niveau d'un point de vue stratégique de l'entreprise, finalement. Ne pas considérer la data comme, on va dire, une seconde main, quelque chose à qui on fournit une stratégie qu'il va falloir commencer à délivrer. On met ça au même niveau que le produit, que la tech. Et donc, c'est une manière, finalement, d'acter que c'est par la data qu'on va peut-être aussi avoir un plus d'impact. Tout à fait. C'est une question forte qu'on a chez Aram depuis le début, parce qu'on a vraiment l'ADN finalement retail, e-commerce, donc ça a toujours été très on teste, on mesure, on apprend. Donc ça, c'est un élément qui est très vrai. Et nous, d'ailleurs, c'est un de nos piliers. On nomme la data comme un des piliers aussi importants dans le pilier technologique. Parce que vraiment, c'est ce qui fait la différence. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'être le car matcher. Donc, c'est finalement de trouver le parfait match entre la demande du client, son besoin en termes d'achat de voiture, son besoin en termes de revente de voiture. Mais quand il cherche à acheter une voiture, vraiment le comprendre le plus finement possible pour aller acheter voiture qui correspond à cette demande et la proposer au meilleur prix. Finalement, c'est un peu comme d'être le Tinder ou le Mythique entre le besoin de nos clients et finalement les voitures qu'on va aller chercher pour lui.
toi, tu viens de la data à la base, Mhm. comme tu nous as dit. Peut-être que ça peut inspirer des personnes qui veulent monter en compétence aussi sur la partie product management. Comment tu t'es formé, toi, au product management, sachant que tu viens d'un background plutôt data? Alors, deux choses. Ben, je me suis un peu jetée dans le bain. Mon Ouais. expérience précédente chez Voyage SNCF, voyant que on avait un vrai sujet qui était lié du fait que la data était très mal organisée, ça créait d'énormes problèmes sur l'expérience voyageur. Et donc moi, j'y suis rentrée par un exemple simple. Je rentrerai pas non plus dans les d'énormes détails, mais qui était que en fait le problème utilisateur, c'était il y a 6 ans, 7 ans maintenant. Mais quand mon train est en retard et quand mon train est annulé, personne m'en prévient. Je vais dans la gare et c'est là que je découvre qu'il y a un problème. Personne ne m'a prévenu. Et en fait, en arrivant dans l'entreprise, c'est quelque chose, je me disais, mais comment c'est possible? Et en fait, tout simplement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'organisation, il y avait une vingtaine de bases de données clients qui s'étaient créées dans l'entreprise et qui faisaient que finalement, l'information unique d'un passager, elle était mal réconciliée. Et donc, en m'attaquant à ça, il a fallu que je mobilise plus de compétences projet. C'est là où j'en suis arrivée à me dire, mais finalement, amener, pousser les gens à sortir des livrables, tout ça, c'est quelque chose que je trouve pas très humain. Je trouve il y a ses limites. On essaye d'être sympa avec tout le monde, mais en fait, ça crée beaucoup de friction dans Mhm. les organisations. Et puis, c'est beaucoup de discussions avec les équipes sur le site web qui étaient déjà en mode produit, comment vous fonctionnez, comment ça marche. J'ai passé du temps avec eux, beaucoup avec Benoît Bouffard aussi, pour comprendre ses approches, Yannick Combourieux. Et puis, ils m'ont conseillé des lectures donc, que je vous conseille aussi. Donc, c'est de lire Empowered et Inspired de Marty Kagan. Donc, j'ai beaucoup lu sur le product management. Pour vous lire un livre Marty Kagan a aussi un site dans lequel il publie régulièrement des articles qui sont vraiment simples et accessibles. Et c'est de commencer à regarder un peu ces éléments-là. Et puis de pratiquer. Finalement, tiens, je vais essayer. Qu'est-ce que ça voudrait dire de le prendre en problème? Ça pourrait fonctionner comme ci, comme ça. Et un conseil que j'ai à donner, c'est finalement ce qui est assez facile si se prendre et plaquer, de les utiliser, essayer finalement de comprendre derrière et puis penser un peu à l'utiliser. Voilà, donc c'est un peu. Je crois que maintenant il commence à y avoir aussi certaines vidéos sur YouTube sur le data product management. Donc surtout n'hésitez pas à aller regarder et vous y intéresser. Été sur vos propres produits de data avec vos équipes en disant si on essayait, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Mhm. Et du coup, toi, de ton point de vue, est-ce que finalement, on va parler encore longtemps de data product management? Est-ce que finalement, le product management ou les produits ne seront pas tous des produits data? C'est la question philosophique de fin de Oh café. là là, la question philosophique de fin de café, c'est un café philo en fait. C'est ça. Oui, enfin, en fait, je pense que avant tout une culture. C'est avant tout une culture sur la manière d'approcher les problématiques, sur la manière de regarder, tiens, par exemple, ce sujet-là, data qui sort pas par rapport à une théorie produit, qu'est-ce qui manque? Est-ce que j'ai l'équipe? Est-ce que j'ai les rituels? Est-ce que le problème est clair? Est-ce que le gap de valeur est clair? Est-ce que je suis claire sur le scope? Est-ce que j'ai les bonnes personnes? Donc, moi, je considère que ce qui restera et ce qui évoluera certainement, parce qu'on aura d'autres contextes, d'autres problèmes, c'est ces aspects-là. Je pense qu'on en verra certainement apparaître des éléments, peut-être d'abord dans de la culture produit data, qui arriveront ensuite sur de la culture produit classique, comme par exemple des notions d'éthique. Voilà, de le regarder, comment on appréhende ça, comment on évalue aussi les choix éthiques dans les algorithmes qu'on va les réaliser. Donc, je pense que c'est une culture. Donc, comme toute culture, probablement qu'à un moment, on n'en parlera plus, mais que ce sera ancré dans nos usages. Mot philo. C'est beau. Ce que j'apprécie dans ton discours, c'est qu'il y a vraiment une notion de ne pas forcément réinventer la roue. On s'inspire des vrais méthodos qui ont fait leurs preuves dans d'autres contextes de product management et on l'applique aux spécificités de la data. On les réajuste s'il le faut, mais il n'y a pas besoin d'inventer de nouveaux challenges, de nouvelles méthodos. Beaucoup de choses font déjà leurs preuves. Tout à fait. Il est 14h30, on arrive sur la fin de ce café. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à prodiguer aux personnes qui nous écoutent pour, dans cette optique de rapprocher le produit et la data dans les entreprises?
C'est finalement une approche qu'on a, mais qui est pas spécifique au produit ou à la data, qui est vraie dans toute notre culture d'entreprise chez Aramis. C'est peut-être un framing très simple que vous pouvez retenir, qui est finalement, si vous regardez les mêmes problèmes avec les personnes et que vous êtes d'accord sur le problème à résoudre, votre collaboration elle sera beaucoup plus efficace. On a un framing qui tient en 4F. À chaque fois qu'on aborde une situation, c'est find, vraiment comprendre le problème là où il se passe, sur le site, dans le call center, et aller vraiment l'observer. Face, c'est pouvoir montrer en quoi il bloque la création de valeur et le visualiser. Frame, c'est quel est le gap de valeur que vous cherchez à produire, quel est le changement d'état entre la situation actuelle et la situation que vous voudriez. Et donc, ce frame et ce form derrière, quand vous arrivez déjà à cette étape de frame, en général, vous avez déjà rencontré toutes les personnes qui sont nécessaires pour créer la collaboration. Donc, find, face, frame et form. On finit le café sur un conseil activable dès le lendemain, c'est merveilleux. Merci beaucoup Anne-Claire, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Ravi de voir tout ce que vous avez mis en place chez Aramis. C'est de très beaux principes, je trouve. Merci pour ton temps et je te laisse la main, François. Merci Anne-Claire. Merci beaucoup à vous deux. Moi, je retiens qu'on ne peut pas avoir une stratégie data séparée d'une stratégie produit, qu'elle doit vivre en même temps. Et j'adore cette phrase, quand on est curieux, rien n'est impossible. Je la retiendrai. Oui, et que le PM est donc le premier fournisseur de data. Attention, ça va réconcilier le monde du produit et de la data, je l'espère, pour longtemps. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Et si vous voulez participer au prochain live et être au courant de nos événements, abonnez-vous à notre page LinkedIn. D'ailleurs, le prochain événement, comme l'a dit Anne-Claire tout à l'heure, c'est effectivement le 23 mars autour de la thématique du MLOps. Donc voilà, si vous avez des modèles de machine learning, alors il est essentiel d'avoir mis en place du MLOps pour garantir que ce modèle sera fiable, pérenne et maintenable dans le temps. Et donc, du coup, il y aura 5 slots de retour d'expérience avec Le Bon Coin, Air France, Decathlon et du coup, Aide. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire depuis notre page. Et à très bientôt pour le prochain Live Café. Et merci encore à vous deux. Merci Claire. Bon café.